Salut gang! Je suis contente de vous revoir aujourd'hui. J'espère que tout le monde va bien. Oui, j'ai encore changé de décor. Il va vraiment falloir que je me cède une place à moi. Parce que, comme plusieurs savent, j'ai 2 enfants, 2 chiens, 2 chats. Puis là, mes 2 enfants sont dans le salon. Ça leur tentait d'être dans le salon ce soir. Donc, c'est ça. Je suis venue m'enfermer dans ma chambre. Puis remarque que c'est pas une mauvaise chose. C'est silencieux. Il n'y a pas de chien, il n'y a rien. Peut-être que je vais me créer un petit décor en arrière ici, puis je vais être mieux, mais c'est juste que je suis comme pas bien. Je suis tout en tout cas, bref. Ah, on s'en fout. Aujourd'hui, je vous avais dit que je ferais probablement un plus petit vidéo, vu que celui-là de la semaine passée, il a été lourd à faire, lourd à monter, lourd de recherche, puis lourd émotionnellement, je vais vous avouer, là. Hey, Simonac. Moi, comme je vous disais, les tueries de masse, c'est de quoi qui m'intéresse beaucoup, 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 qu'est-ce qui se passe dans la tête du tueur et tout, mais ça me trouble énormément. C'est comme la seule affaire que j'ai peur qui m'arrive à toutes les fois que je me retrouve dans un endroit où est-ce que des gens, je pense à ça, c'est bizarre en tout cas. Mais dans la vidéo que j'ai faite, j'en ai rêvé 3 jours de temps. C'est quelque chose. Hier soir, j'ai encore rêvé à ça. En tout cas, bref, tout ça pour dire qu'aujourd'hui, je vous arrive avec une vidéo peut-être un peu plus positive. Je sais pas positive, mais quand même, tu sais, je veux dire, je vous arriverai pas avec un conte de fées, là. Je ne suis pas la fille de conte de fées, mais il y a quand même des dénouements plus positifs à mes histoires d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de disparitions qui se sont bien terminées. Donc, je vous envoie vers la vidéo tout de suite. Asseyez-vous confortablement et puis préparez-vous à votre histoire de la semaine. Go! Alors, ma première histoire concerne un petit bonhomme de 18 mois qui s'appelle Steve Hernandez. Steve Hernandez vit en Californie avec sa maman Maria Mencia, je ne suis pas mieux en espagnol qu'en anglais, et puis son papa Valentin Hernandez. Donc, c'est ça. Il vit en Californie avec ses parents. Puis à un moment donné, Maria va faire une course et tout, revient à la maison et c'est l'effroi. Elle revient dans une maison vide de son bébé, Steve, et de son mari, Valentin. Mais il ne s'est pas contenté de juste partir avec le bébé. Il est parti avec toutes les photos de l'enfant. Il est même parti avec les photos de l'échographie. Tu sais, c'est pour dire, là. Donc, Maria, paniquée, elle appelle la police, mais on est en 1995. Donc, les photos ne sont pas comme aujourd'hui. On a un paquet de photos sur l'ordi, on a plein de photos sur nos cellulaires. Il y a moyen. Il y a plus rien. Là, elle a plus rien, plus rien, plus rien. Maria n'a plus aucune photo. Comment rechercher un bébé de 18 mois sans photo? Heureusement, la police a fait quand même vite, puis ils ont trouvé une seule photo chez un couple d'amis de proches de la famille Hernandez. Ils ont trouvé une photo, une photo. Puis là, les jours se sont transformés en semaines, en mois et même en années. Maria, elle n'a pas passé une journée de toutes ces années-là sans regarder la seule photo qu'elle avait de son petit Steve. Mais 21 ans après la disparition de Steve, la police de San Bernardino découvre une piste. Cette piste va les mener dans un petit village au Mexique qui s'appelle Puebla. Ils vont y trouver un jeune homme de 22-23 ans à peu près. Ça fait comme 21 ans. Puis quand il a disparu, il avait 18 mois. Puis le jeune homme va correspondre. Ils vont faire les tests ADN. Et le jeune homme va correspondre à Steve.
imaginez-vous, les retrouvailles ont été super touchantes. Lui, c'est pas compliqué, il n'avait aucun souvenir de sa mère à 18 mois. Son père s'était sauvé avec lui, mais ils n'ont jamais, jamais, jamais retrouvé de traces du père. Dans le fond, quand ils ont trouvé Steve, rendu à 22 ans, 23 ans, le père avait de nouveau disparu, puis la police n'a toujours pas mis la main sur le père. Steve, lui, il étudiait en droit au Mexique. Puis, ben c'est ça. Hein, il a retrouvé sa mère, donc bonne nouvelle. Mon histoire suivante se déroule en Chine. Donc, si vous voulez rire de mon chinois autant que vous riez de mon espagnol puis de mon anglais, ben, lâchez-vous là. Donc, la petite fille s'appelait Wang Qifang. Wang Qifang, c'était la fille de Wang Mingping et de son épouse Liu Dangqing. Eux autres, excusez, je ris là, c'est pas drôle. Eux autres, ils vendaient des bananes en bordure de route dans un petit village dans la ville, dans le fond de Chengdu, au sud-ouest de la Chine, avec leur petite fille de 4 ans. À l'hiver 1994, le père s'éloigne brièvement pour aller chercher du change dans un autre kiosque. Et en revenant à son kiosque, la petite Qifang a disparu. Le couple a eu recours à tous les moyens pour retrouver leur petite fille. Tous les moyens. La police, les annonces de journaux. Ils n'ont pas déménagé de la maison où est-ce qu'ils étaient depuis 24 ans de temps. Tout à coup que la petite reviendrait. En 2015, le père Wang a pris un emploi comme chauffeur de taxi, puis il l'a fait vraiment dans un but précis. Il s'est dit, plus je vais rencontrer des gens, plus je vais leur parler de Qifang, ma fille, et plus j'ai des chances de la revoir. Donc, dans son taxi, il y avait une grosse affiche de sa fille collée comme dans la vitre derrière. Puis à tous les clients qui rentraient dans sa taxi, il donnait une petite carte, puis il parlait à chaque personne qu'il voyait de sa fille. Ça a porté fruit parce qu'un jour, il a parlé à un profileur, un gars qui fait des portraits robots, un expert de portraits robots. Bon. Puis ça l'a touché. Donc, il a fait pour lui le portrait robot de Qifang, de quoi elle aurait l'air à l'âge qu'elle est rendue. Qifang, qui était rendue, qu'elle s'appelait Kang Ving, est rendue à 28 ans. Elle vit avec son mari et avec leurs 2 enfants. Elle voit le portrait robot passer à la télévision et puis est complètement troublée. La similitude est épouvantable, les traits et tout. Puis elle savait qu'elle était adoptée. Donc, elle a tout de suite été au poste de police pour dire est-ce que c'est moi? Ils ont fait un test ADN, puis le test a révélé une correspondance parfaite. Les Wang ont été mis en contact avec la famille qui avait adopté Qifang, et puis c'est là qu'ils ont su, puis Qifang a été élevée dans l'amour et tout, là. Elle n'a pas été maltraitée et rien. Mais c'est là que les Wang ont su que la petite avait été retrouvée sur le bord de la route. Elle était blessée, elle était sale. Donc, je ne sais pas comment ça marche en Chine, mais ils ramassent les enfants puis ils les adoptent de même. Les autres, ils l'ont ramassé puis ils l'ont adopté. Puis... Mais tu sais, probablement que les nouvelles ne se rendent pas dans tous les villages. Bref, ils ne savaient pas que c'était une petite fille qui était disparue. Ils pensaient que c'était une petite fille qui avait été battue et abandonnée. Mais probablement qu'elle a été enlevée puis laissée sur le bord de la route un coup... l'agression faite, je le sais pas, rien le dit. Elle a aucun souvenir et rien du tout. La famille adoptante, ils ont juste pris la petite puis ils l'ont élevée dans l'amour et tout. Mais c'est ça. Fait que là, elle a retrouvé ses parents qui se sont retrouvés avec une fille, 2 petits-enfants, puis qui depuis rattrapent le temps perdu. Ma 3e histoire concerne un cas qui est arrivé ici au Canada, plus précisément à Niagara Falls, en Ontario. Je vais vous parler d'Edgar Latulippe. Le 2 septembre 1986, Edgar Latulippe, 21 ans, est monté à bord d'un autobus de Kitchener en direction
de Niagara Falls. Edgar avait beaucoup de retard de développement. Il avait des capacités mentales très limitées. Donc, même à 21 ans, il avait le mental d'un enfant de début de l'adolescence. Il vivait beaucoup aussi de la dépression. Il vivait dans un foyer de groupe. Puis il avait fait aussi plusieurs tentatives de suicide. Donc, comme je vous disais, Edgar avait fait plusieurs tentatives de suicide. Puis lorsqu'il est parti en autobus, il n'avait rien apporté, aucun bagage. Il est juste embarqué dans l'autobus comme ça. Donc, tous ses proches ont supposé qu'il est peut-être allé se suicider. D'ailleurs, y a-t-il rien de plus beau que se suicider dans les chutes Niagara? Mais comme ils n'ont trouvé jamais aucun corps, ils ont fait des recherches et tout, c'est donc resté un cold case, un cas irrésolu pendant longtemps. Et quand je vous dis pendant longtemps, je vous parle de 30 ans. 30 années! C'est en 2016 que la police de l'Ontario a reçu un appel d'une travailleuse sociale de Saint Catharines, en Ontario aussi, comme de quoi elle avait peut-être en sa présence un homme qui pourrait correspondre à Edgar. L'homme vivait totalement sur une autre identité avec un autre nom, juste à quelques kilomètres de Niagara Falls. L'homme avait subi une blessure à la tête en 1986 qui lui a fait perdre totalement la mémoire. C'est lorsqu'il a recommencé à retrouver des bribes de sa mémoire qu'il en a parlé à sa travailleuse sociale qui le suivait, puis lui a dit « Je me rappelle que je m'appelais un autre nom avant. » La travailleuse sociale, elle a fait quelques recherches. Et, on s'entend, là. Edgar était rendu à 50 ans. Mais elle a quand même trouvé une ressemblance avec Edgar Latulippe, disparu en 1986, qui avait à l'époque 21 ans. C'est là que la police a fait des tests ADN et puis la correspondance a été encore là parfaite. Fait qu'il a retrouvé sa famille après 30 ans, il était rendu à 50 ans. Puis, ben c'est ça. Sa famille était hyper heureuse de le revoir. Sa mère et sa sœur ont dit qu'ils n'avaient jamais perdu espoir. Ma quatrième histoire concerne une Australienne, son nom étant Natasha Ann Ryan. Natasha Ann a disparu en 1998 en Australie, tout de suite après que sa mère soit allée la porter à l'école. Donc, la première chose qu'ils ont faite, c'est qu'ils ont tout de suite été vérifiés chez son petit ami Scott Black, parce que c'était la deuxième fugue qu'elle faisait. Mais après vérification et après le témoignage de Scott Black, elle n'était pas là. C'était d'autant plus inquiétant parce que dans la région, il y avait eu d'autres disparitions de jeunes filles et des jeunes filles trouvées décédées. Donc, il y avait un tueur en série qui sévissait dans ce coin-là. 400 000 $ ont été investis dans les recherches. Il y a eu plus de 100 bénévoles qui ont ratissé partout pour essayer de retrouver Natasha. Mais ils ne l'ont pas trouvée. Les autorités ont finalement pu arrêter le tueur en série qui sévissait. Son nom était Leonard John Fraser. Les polices l'ont arrêté pour le meurtre des autres jeunes filles, mais Leonard Fraser a avoué le meurtre de Natasha. C'est lors du procès de Fraser en 2003 qu'un des procureurs se lève en plein milieu de la cour pour arrêter le procès en disant « Natasha n'a pas été tuée par Fraser et Natasha est vivante. » Robert Ryan, le père de Natasha, s'est littéralement effondré dans la cour, il a perdu connaissance. Qu'est-ce qui est arrivé? C'est que les autorités, quelques jours auparavant, ont reçu une lettre qui disait « Natasha est bien vivante » avec un numéro de téléphone en bas de la note. Les policiers, avec le numéro de téléphone, ont fait, comment ils appellent ça, donc, ils ont, avec les antennes, là, ils ont localisé où était ce numéro de téléphone-là, puis ça a donné une maison à North Rockhampton. Puis la maison était au nom de nul autre que Scott Black. Quand la police a fait une descente, ils vont trouver Natasha qui était cachée dans un placard. Évidemment que sa famille et tous les bénévoles qui l'ont cherchée pendant des semaines voulaient avoir des réponses.
Natacha va leur répondre. J'ai vécu de mon plein gré dans cette maison, les rideaux tirés, je ne sortais pas et lorsque quelqu'un venait en visite, je m'enfermais dans ce placard. Elle s'est même présentée au procès de Fraser parce qu'il y avait des témoins qui avaient dit avoir vu Natacha devant un cinéma parler à Leonard Fraser. Elle s'est présentée au procès pour témoigner comme de quoi ils peuvent pas m'avoir vu avec Fraser. Tu sais, ils peuvent pas m'avoir vu avec Fraser, j'ai jamais été avec Fraser. Rassurez-vous, Fraser a quand même été condamné pour les autres meurtres, mais c'est ça. Puis Natacha n'a jamais voulu dire pourquoi elle est partie 5 ans. Elle a mentionné, elle a dit, de toute manière, je pense que tout ce que je vais dire n'enlèvera jamais la peine que j'ai pu causer à mes parents. Et Natacha et Scott aussi ont dû payer. Scott a fait 3 ans de prison. Natacha a eu à payer une amende de 1 000 $ pour parjure, mensonge et, je veux dire, toutes les recherches qui ont été faites. Mais bon, l'histoire se termine quand même bien parce que Natacha et Scott sont toujours ensemble. Ils se sont mariés en 2008 et puis ils ont 3 enfants. Ils ont renoué les liens avec la famille et tout et tout. Donc, c'est ça finit quand même bien. Je vous ai gardé le meilleur pour la fin, je trouve. C'est une histoire qui m'a énormément troublée. C'est l'histoire de Crystal Hagg. Donc, c'est à l'âge de 14 ans que Crystal Hagg disparaît de Baltimore. Elle disparaît le 26 avril 1997. Crystal, elle devait aller aider une de ses amies à garder des enfants. Ils se sont présentés à la maison des parents pour aller chercher les enfants. Puis son amie, elle est rentrée dans la maison. Crystal a dit « Je vais t'attendre dehors ». Lorsque son amie est ressortie avec les bagages, les enfants, Crystal n'était plus là. Elle s'est dit, elle a peut-être changé d'idée, peut-être qu'elle avait d'autres choses à faire. Bref, elle s'est pas inquiétée tout de suite. C'est en fin de journée que la mère de Crystal va s'inquiéter. Et où Crystal? Son amie a dit, quoi? Elle n'est pas revenue à la maison? Puis là, ça a commencé à s'inquiéter. Petite lumière qui a allumé, puis qu'ils se sont mis vraiment à la chercher. Mais encore là, ces jours vont se transformer en semaines, vont se transformer en mois et vont se transformer en années. Crystal sera portée disparue pendant 22 ans. 22 ans. Mais un beau jour, Bianca, la sœur de Crystal, reçoit un message sur Facebook, un message privé, d'une certaine Crystal Sanders qui lui dit « C'est moi, Crystal, ta sœur. » Bianca veut pas trop se faire d'idées, elle y croit pis pas, mais bon, elle va se présenter quand même à New York pour aller voir plus loin, savoir si c'est vraiment Crystal. En arrivant à New York, elle réalise que c'est vraiment sa sœur qui l'a contactée. Mais Crystal est rendue à 36 ans. Elle parle parfaitement espagnol. Elle habite, comme je vous dis, à New York. Elle a 4 enfants. Bref, les retrouvailles ont été assez intense et émouvante. Crystal va s'expliquer après à sa mère et à sa sœur. Crystal va raconter que le soir du 26 avril 1997, soir où elle était supposée garder avec son amie, elle s'était sauvée dans les rues de sa ville pour y errer toute la nuit sans savoir quoi faire vraiment. C'est à l'aube qu'elle a décidé d'embarquer dans un autobus direction New York. Premier jour que Crystal était à New York, à Manhattan. Elle a dormi dehors, elle a quêté pour se nourrir. Mais comme Crystal, vous allez comprendre pourquoi je dis ça, est une fille hyper débrouillarde, ça n'a pas été trop long qu'elle s'est placé les pieds, qu'elle s'est trouvé un emploi et elle faisait des ménages dans des maisons privées. Elle avait dit qu'elle avait 26 ans, même si elle en avait que 14. Mais bref, c'est ça. Elle s'est débrouillée. Elle a travaillé 1 an en faisant des ménages. Puis l'année d'après, elle s'est inscrite à l'université. Elle avait probablement de faux papiers. Elle vivait dans le quartier latino de New York. Fait que probablement elle s'était fait des contacts avec des amis et tout qui avaient pu y avoir des faux papiers. Bref, elle a été diplômée en business, en affaires de l'université. Après ça, elle s'est mise en couple avec un latino, puis elle a eu des enfants et tout. La vie
a suivi son cours, elle a fait sa vie. Et un jour, son plus vieux, son aîné, son garçon de 20 ans, lui a posé les questions, puis il revenait souvent sur le sujet, même si elle disait « j'en ai pas de famille ». Il revenait sur le sujet « maman, c'était quoi? J'aimerais ça savoir ». Puis elle, ben probablement que ça lui a donné le goût que son fils connaisse sa famille. Mais là, c'est pas évident, écoute. Hey, t'as parti de ta famille, t'es abandonné, tu sais qu'ils ont été inquiets de toi. Puis là, t'essayes. Ah, mon Dieu, ça doit être épouvantable, ça doit être comme. Tu dis crime, j'aime autant mieux, je pense, qui pense que je suis morte, là. Mais bref, en tout cas. Elle a pris son courage à 2 mains, puis c'est là qu'elle a écrit à sa sœur. Puis c'est ça, ils se sont retrouvés, des grosses retrouvailles et tout. Puis sa mère lui a évidemment posé la question, mais pourquoi? Pourquoi t'es partie? Cristal va lui avouer qu'à partir de l'âge de 9 ans, elle se faisait violer par le voisin, à répétition. Cristal va dire à sa mère « J'étais sûre que tu le savais puis que tu t'en foutais. » Elle dit « Quand je t'ai demandé de déménager de là, que je voulais plus habiter là, tu m'as répondu non. » Mais tu sais, sa mère, elle le savait pas du tout. Elle dit « Cristal, je l'ai jamais su. Avoir su ça, jamais je t'aurais laissé souffrir puis on aurait fait quelque chose, mais je le savais pas. » Tu sais, ce qu'un adolescent peut penser, c'est épouvantable. Donc, depuis, Cristal est retournée vivre à Baltimore, proche de sa famille. Et puis, ils sont en train de retisser les liens tranquillement, pas vite. Évidemment, Cristal doit être une femme hyper indépendante. Elle s'est tellement débrouillée. Bref, moi, ça, c'est une histoire qui m'impressionne incroyablement. À 14 ans, te débrouiller à New York, puis réussir à l'université et tout. Écoute... C'est ça ma vidéo de la semaine. J'espère que ça vous a plu. Je trouvais ça le fun de parler de d'autres choses que de cas de meurtre. C'est sûr que les histoires d'aujourd'hui, là, c'est pas un monde de licornes et de papillons, là. C'est quand même des disparitions qui ont été longues, qui ont dû faire souffrir énormément leurs proches qui les cherchaient toutes ces années-là. Mais bon, c'est quand même des disparitions qui se finissent bien. Puis comme j'aime, moi en tout cas, sur YouTube, j'adore beaucoup les petites compilations, style les 3 lieux les plus hantés ou ces trucs-là. Ben, j'avais le goût de vous faire une petite compilation. Donc, vous me direz si vous avez aimé ça, si vous en voulez d'autres. Puis, gênez-vous pas non plus pour me donner des suggestions si vous avez envie que je parle de cas dont je ne pense pas. C'est sûr que moi, j'aime vraiment ça, parler de cas qu'on n'entend pas parler nécessairement par d'autres YouTubeurs ou par, tels que les Netflix, les documentaires Netflix. Je parlerai pas de Cécile Hôtel, là, je veux dire, puis d'Élisa Lam, là, on a fait le tour. Donc, bref, si vous avez des suggestions, ne vous gênez pas. Des cas qu'on connaît moins, j'en ai déjà une bonne petite pile, là, mais ça me fait plaisir toujours de savoir vos suggestions à vous aussi. Donc, abonnez-vous, le petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir aussi. C'est ça. Fait que je vous souhaite une belle fin de semaine. Puis, on se revoit la semaine prochaine. Bye bye!